Les autorités russes ont prévenu, le bilan pourrait encore augmenter conséquemment dans les heures qui viennent. Bilan de 93 morts et au moins 115 blessés à l'heure actuelle après la fusillade qui a éclaté hier en fin d'après-midi aux abords de Moscou. Des images extrêmement impressionnantes qu'on va commenter dans un instant justement avec vous, Magali Barthès. Bonjour à vous, éditorialiste international LCI. Aline Lebach-Rémer, bonjour à vous également, cofondatrice du collectif Stand With Ukraine. Aurélien Duchesne, bonjour à vous, consultant géopolitique et défense LCI. Et Vincent Hugeux, grand reporter, bonjour à vous. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Mais d'abord, on va aller justement en Russie pour rejoindre Anissa El-Jabri, correspondante de RFI à Moscou. Bonjour à vous, Anissa. Comment se réveille Moscou et à plus forte raison la Russie ce matin ? Eh bien, Moscou, c'est une ville vibrante, vous le savez, c'est une ville qui se réveille sous le choc ce matin. On l'a beaucoup dit, tous les rassemblements culturels, sportifs ont été suspendus, les cours dans les écoles aussi, et la télévision russe s'attarde longuement, évidemment, pour tenter de rassurer sur les mesures de sécurité qui sont prises partout. On voit, c'est vrai, ici, dans le métro, dans les rues, dans les gares, des policiers patrouillés, armés, fouillés de manière extrêmement précise. Toutes les personnes qui s'y trouvent, je dois vous dire qu'ils n'en trouvent pas tant que ça parce que ce matin, les routes sont extrêmement peu fréquentées. Le centre de Moscou est quasi totalement vide. Là où on a pu trouver du monde dans la capitale russe ce matin, c'était devant les hôpitaux. Tard dans la nuit avait été lancé un appel à s'y rendre pour venir donner son sang, appel qui a été vraiment reçu et très très fort par les Russes puisqu'ils étaient là très tôt, les files d'attente débordaient et déjà un des hôpitaux a transmis ce message, nos capacités d'accueil sont dépassées, revenez demain. Il y a de la solidarité, il y a du choc, il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'attentes évidemment sur comment les autorités vont pouvoir rassurer tout le monde, montrer qu'elles ont réussi à retrouver tout le monde. Et évidemment, ce long silence a beaucoup inquiété des autorités. L'accélération de ces dernières minutes, celle où le FSB dit bien avoir arrêté des assaillants présumés, est peut-être de nature à rassurer. Pour autant, vous le voyez, dans les informations qui sont en train de tomber, signale aussi que ces suspects avaient des contacts avec l'Ukraine qui sont en train d'être amenés à Moscou. Cela annonce très certainement une réaction politique extrêmement dure. On va en reparler effectivement dans un instant. Mais d'abord, Anissa, quand même, devant la gravité de cette attaque, justement, tous les événements, quels qu'ils soient, ont été annulés à Moscou. Tous les événements, absolument, et parfois ce sont même tout simplement les organisations elles-mêmes qui prennent le devant. Par exemple, les organisations de jeunesse ont signalé qu'il n'y aurait aucune sortie des élèves, que plus personne n'irait au cinéma, ni aux sorties piscine. De toute façon, c'est extrêmement fort. Tout le monde est un petit peu en quelque sorte barricadé chez soi. Et puis, il faut savoir que la liste des victimes, elle n'est encore pas complète. Vous parliez d'un bilan très élevé à 93 morts. Les autorités ont dit que ce bilan allait grimper. On ne sait pas encore, par exemple, combien de civils pourraient se retrouver derrière les décombres qui sont encore en train d'être explorés par les enquêteurs. Donc les moscovites qui sont aujourd'hui vraiment sous le choc, beaucoup de tristesse, sont très souvent chez eux entre amis à s'échanger des messages et à essayer de comprendre encore qui était hier soir sur place. Je vous rappelle que ce concert, c'était 6200 places, que tous les tickets avaient été vendus. Merci beaucoup Anissa, merci pour vos précisions. On vous retrouvera d'ailleurs tout au long de cette édition spéciale. On est avec Mathieu Karman à présent parce qu'on a besoin de comprendre, Mathieu, quels sont exactement les profils des assaillants et surtout les dernières informations qui viennent de nous parvenir à leur sujet. Eh bien d'abord, ce que l'on sait, c'est que 11 suspects ont donc été arrêtés aujourd'hui en Russie et que parmi ces 11 suspects, il y en a 4 qui auraient participé à cette attaque terroriste hier à Moscou. Ils ont été, certains d'entre eux, interpellés à Briansk, c'est cette région que l'on voit ici, à 300
385 km environ de Moscou, et on le voit juste là, à moins de 150 km de la frontière ukrainienne. Et on a appris il y a quelques instants à peine, c'est un communiqué de l'agence de presse russe TASS qui nous fait savoir que ces assaillants tentaient de s'échapper vers la frontière russo-ukrainienne et qu'ils avaient des contacts en Ukraine. Ils avaient soigneusement planifié leur attaque, fait savoir cette agence de presse russe TASS. Il y a également ces photos qui nous sont parvenues dans la nuit. D'abord, celle-ci, la première, elle a été prise aux abords de cette salle de concert. Il y avait à l'intérieur ces terroristes et désormais on a reçu cette autre photo il y a quelques instants, cette même voiture ici dans la région de Briansk. On le voit, là il y a des impacts de balles sur la carrosserie puisqu'il y a eu un échange de coups de feu entre les assaillants mais également les forces de l'ordre qui étaient présents sur ce checkpoint parce que selon les agences de presse russes, eh bien, les assaillants n'ont pas voulu s'arrêter sur ce barrage. Et le ministère russe de l'Intérieur a fourni dans la matinée les photos de ces assaillants, 5 photos avec leur passeport que l'on voit juste ici. Ils étaient âgés de 19, 21, 29, 37 et 51 ans. Le jeune homme de 19 ans qui a été blessé par balle à Briansk est actuellement en soins intensifs. Alors il était donc 18h30 hier lorsque ces mêmes assaillants ont ouvert le feu avec des armes automatiques et ont lancé une grenade ou un lance-flamme dans cette salle de concert. On a découvert également ces autres images ce matin de tout cet arsenal découvert sur place dans cette salle de concert. On a vu cette arme il y a quelques instants et on découvre là ces munitions qui ont été utilisées par les assaillants et on va voir dans quelques secondes ces autres munitions qui celles-ci n'ont pas été utilisées. Elles ont été retrouvées donc dans cette salle de concert. Évidemment, les agents du FSB, les policiers, l'armée est mobilisée pour tenter de retrouver ceux qui pourraient toujours, à l'heure qu'il est, être en fuite. Ce que l'on sait, c'est que certains justement de ces assaillants viendraient du Tadjikistan. C'est ce pays que l'on voit ici dans cette région avec l'Iran, mais également le Pakistan. Tout cela nous ramène à l'État islamique au Khorasan qui opère en Asie, donc toujours dans cette région autour de l'Iran. Alors sachez que dans un premier temps, le Tadjikistan a expliqué n'avoir reçu aucune information de la part de Moscou permettant d'incriminer leurs ressortissants. Mais il y a quelques instants également, ils sont revenus sur leur déclaration précisant que oui, ils allaient coopérer avec les autorités russes pour savoir si oui ou non ces assaillants venaient bien du Tadjikistan. Merci beaucoup Mathieu, votre récit est limpide. Ce qui ne l'est pas en revanche limpide, Vincent Hugeux, c'est effectivement ce qui a pu se passer. Parce qu'on a dit d'abord effectivement que c'était l'État islamique, ça a l'air d'être toujours le cas selon en tout cas encore une fois l'État islamique lui-même qui l'a revendiqué. Puis maintenant, il y a un lien supposé avec l'Ukraine, c'est en tout cas ce qu'affirme le Kremlin. On a l'impression qu'on confond tout là. Non, mais c'est une confusion qui est délibérément entretenue. Il y a très peu de doutes sur la revendication de l'État islamique, qui est parfaitement conforme au canon du genre, et ce depuis que Daesh sévit sur cette planète. Tous les experts, les plus fins connaisseurs de cette nébuleuse djihadiste confirment qu'il s'agit bien d'une opération d'État islamique. On pourra y revenir ultérieurement si vous le souhaitez, mais il y a l'histoire d'un long contentieux entre la Russie, notamment la Russie de Vladimir Poutine et la nébuleuse Daesh, qui a d'ailleurs été scandée par des attentats terroristes très meurtriers, et ce depuis 1999. Donc tout le reste, évidemment, était parfaitement prévisible. Les indices ont commencé à percoler dès cette nuit, quand on a commencé à nous expliquer que, par exemple, il y avait un véhicule qui avait été intercepté, qu'il allait en direction de Briansk. Donc très bientôt, je peux vous l'annoncer en exclusivité, on va vous expliquer qu'il y a eu la création clandestine de l'État islamique province de Kiev ou de Lviv au choix, et que Volodymyr Zelensky avait tout petit déjà un poster de Oussama Ben Laden dans sa chambre. Donc, soyons sérieux, tout ça c'est de l'exploitation. Pour autant, et je m'arrêterai là-dessus, ne basculons pas non plus dans une autre forme de complotisme. Je pense très franchement que les autorités de Kiev ont commis une erreur en incriminant sans éléments factuels probants la Russie. Certes, Moscou et Poutine ont déjà instrumentalisé, voire fomenté des attentats pour justifier, par exemple, le déclenchement de la deuxième guerre de Tchétchénie. Mais là, encore une fois, ça me paraît extrêmement prématuré et assez contre-productif. Voilà qui est parfaitement résumé. Mais c'est vrai, Magali Barthez, qu'à partir de maintenant, dès lors que des hommes sont arrêtés, ils ne vont évidemment eux-mêmes pas s'exprimer. Du coup, toutes les informations qui vont être communiquées passeront par le Kremlin et pourront de fait être manipulées.
Il va falloir, évidemment, on va devoir suivre ce que dit le FSB, ce que dira peut-être Vladimir Poutine s'il prend la parole aujourd'hui, parce qu'il est certain que s'il prend la parole, c'est qu'il a quelque chose à annoncer et en effet des accusations certainement à faire. Mais on voit bien, en effet, comme le dit Vincent, ce qui est en train de se dessiner avec ce communiqué, là, les dernières informations relayées par l'agence TASS, où en effet, on voit bien le lien qu'essaye de faire dès maintenant le Kremlin avec l'Ukraine, en disant en effet que cet attentat était extrêmement bien préparé, que les assaillants étaient en train de fuir vers l'Ukraine, où ils avaient, et ça ce sont les mots employés par le FSB, des contacts pertinents, donc qu'on les attendait de l'autre côté de la frontière. Donc voilà le narratif qui est en train de s'installer. Puis Briansk, il faut bien voir qu'on en parle ici très souvent en plateau, parce que ce sont ces régions qui sont frontalières de l'Ukraine, où on a vu aussi des frappes de drones, tout au niveau de Briansk, de Belgorod. Ce sont ces régions qui sont évidemment, comme elles sont près de la frontière ukrainienne, elles sont régulièrement visées. Donc c'est vrai que quand on voit que cette voiture, soi-disant, se dirige immédiatement vers la frontière ukrainienne, on sent bien en effet que derrière, il va y avoir certainement des accusations. Rappelons quand même ce que disait Medvedev, donc celui qui a l'habitude dans le régime poutinien d'avoir un ton extrêmement virulent, qui disait d'ores et déjà hier soir que si des responsables ukrainiens étaient mêlés à cet attentat, ils méritaient la mort immédiate. Donc il y avait déjà une espèce de narratif qui était en train de monter. Aurélien Duchesne, quand même, j'ai envie de dire que quelque part, mettre en relation l'État islamique et l'Ukraine, en effet, dans les mêmes accusations, c'est presque trop gros. Alors, il est vrai que la Russie n'est pas, exempt de mémoire comme ça, où on aurait effectivement associé deux choses complètement antinomiques. Et pourtant, je veux dire, qui peut être dupe de ça? C'est-à-dire que la communauté internationale verra bien que ça ne fonctionne pas, que les deux thèses ne sont pas corrélées. Le peuple russe, en revanche, peut y croire. Oui, parce qu'il est fondé à y croire pour deux raisons. La première, c'est que dans le fameux Khorasan, donc c'est-à-dire toutes les zones d'Asie centrale qui sont dans la profondeur stratégique des Russes, pour les Russes, c'est l'équivalent de nous avec le Sahel. C'est l'équivalent de nos intérêts de sécurité en Asie centrale. Eux se voient, on appelle ça le complexe obsidional, comme un pays, une forteresse encerclée. Eux pensent souvent, du fait de la propagande russe, que ce sont les Américains, par exemple, qui seraient à la manœuvre derrière le terrorisme en Asie centrale. C'est vrai qu'il y a eu le précédent historique des Américains qui avaient financé les Moudjahidines à l'époque en Afghanistan contre l'armée rouge. Donc déjà, dans la vision qu'ont les Russes du terrorisme islamiste, il y a l'idée qu'il y a un complot occidental derrière, premièrement. Ensuite, de toute façon, le Kremlin n'a pas trop le choix. Pourquoi ? Parce que là, dans les jours qui suivent la réélection, on se comprend, de Vladimir Poutine, on a donc ce qui se passe à Belgorod, on a maintenant des massacres, le plus grand massacre peut-être qu'il y a eu depuis 2004, depuis la prise d'otage à Beslan en Russie, ce qui fait que Poutine, son principal argument qui est la stabilité et la sécurité, s'effondre. Qu'est-ce qu'il y reste comme porte de sortie ? Tout simplement d'accuser l'Ukraine aussi. Pourquoi ? J'en finis là, c'est que la réponse, si ce n'est pas l'Ukraine, c'est quoi ? C'est de dire qu'il faudrait, par exemple, se réinvestir davantage pour la Russie dans le combat contre les terroristes en Syrie. Ils ne le peuvent pas, ils n'en ont pas les moyens. Est-ce qu'il faudrait se réinvestir dans la sécurité de l'Asie centrale, au Kazakhstan, au Tadjikistan, en Ouzbékistan, où il y a une menace qui remonte depuis des mois? Ils ne le peuvent pas non plus. Qu'est-ce qu'il leur reste comme porte de sortie ? C'est d'accuser l'Ukraine. En fait, il ne doit pas y avoir plusieurs ennemis, mais un seul, pour être sûr de le combattre intensément. Aline Levac-Reimer, dans ce qu'on peut attendre de Vladimir Poutine, on pense qu'il est amené à prendre la parole aujourd'hui, peut-être même ce matin, sur cette question bien précise de ces attaques qui ont eu lieu dans cette salle de concert. Vous me disiez déjà dès la semaine dernière, je ne crains pas la réélection de Poutine, je crains ce qui viendra après, le jour d'après, bien sûr, au sens symbolique. Ça veut dire que là, une semaine après, on pourrait effectivement avoir dans son ton, dans son verbe tout à l'heure, les éléments qui nous disent à partir de maintenant, je vais frapper encore plus fort sur l'Ukraine parce que cette attaque est liée à l'Ukraine supposément. Dans cette même journée, il a déjà employé le mot guerre, en fait, officiellement. L'apparition officielle du mot guerre de la bouche d'officiels russes, c'est une première, et c'était hier, si je puis me permettre. Si je puis me permettre aussi l'enfer aussi de ces événements. Il y a la barbarie en soi, parce que
finalement, il y a la question de savoir qui exactement a organisé quoi. Il n'en reste pas moins que c'est un attentat terroriste où des gens sont morts quand même. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas verser dans le complotisme. Ça, c'est certain, c'est même à combattre. Le problème, c'est qu'au Kremlin, les complots, ça existe. Ça existe dans l'histoire. Et en fait, la réaction qui a été partagée massivement dans les boucles ukrainiennes, c'est 99. À l'annonce, quand ça tombe, quand l'information tombe, c'est un renvoi direct à 1999, à savoir cette vague d'attentats dont les spécialistes, les meilleurs, dans un temps après coup, ont quand même à l'unanimité expliqué qu'il y avait grande chance qu'ils aient été fomentés par le FSB. Et ça a servi, si je puis me permettre aussi, à déclencher était déjà déclenché, mais à raser Grozny quelques semaines après. Donc en fait, ce qui se passe aussi en Ukraine, on a dit, votre correspondante a dit, tous les événements à Moscou ont été annulés. Non, pas tous. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché, dans ce contexte inouï de cet acte barbare inouï, la Russie d'aller aussi attaquer massivement l'Ukraine. Il y a eu des morts cette nuit en Ukraine. Il y a eu 9 oblasts bombardés. Donc c'est dans ce contexte-là aussi qu'interviennent les déclarations des Ukrainiens, parce que la grande angoisse des Ukrainiens, et ça se dessine, ça s'est en effet déjà dessiné avec l'intervention de Dmitri Medvedev qui appelait grosso modo à tuer tout le monde. Donc l'inquiétude, c'est qu'est-ce qui va se passer sur l'Ukraine? Qu'est-ce qui est en train de se dessiner? Il ne faut pas mettre la charrue avant l'embûche, j'attends bien, mais enfin l'inquiétude est immense parce qu'on a dans l'histoire des précédents où sur ce même genre de séquence, Grozny a été rasé. Mais ce que vous nous dites justement, c'est-à-dire que là, en l'état, vous, peut-être les Ukrainiens également, vous n'excluez pas l'hypothèse que tout cela ait été fomenté par Moscou? C'est compliqué parce qu'en effet, d'un point de vue de revendication, l'État islamique a revendiqué, il y a des éléments encore une fois, il ne faut pas verser d'emblée par le complotisme, mais l'enfer, mais pour les Ukrainiens, c'est pour les Ukrainiens et d'autres dans la région. Il y a la personne qui a le mieux décrit ce qui s'est passé en 1999, c'est Anna Politkovskaya, qui a expliqué comment ça avait été organisé, pourquoi ça avait été organisé comme ça, qu'est-ce que ça va créer dans la société russe, ces images, parce qu'on essayait de décoder pourquoi cet incendie, parce que ça crée, c'est de l'image aussi, et finalement, État islamique ou pas État islamique derrière, de toute façon, il y aura, le Kremlin va s'en saisir, manifestement, comme ce qui a été redouté par les Ukrainiens, pour aller pointer une responsabilité ukrainienne, amener encore plus de déshumanisation de l'autre, de l'Ukrainien, dans la société russe, si tant est que ce soit encore possible, parce qu'on est déjà à un niveau de déshumanisation extrêmement violent. Donc en fait, ça va faire qu'une chape de plomb où plus aucune question ne va se poser, si tant est qu'il y en avait encore peut-être un petit peu par endroit, de la légitimité du Kremlin d'aller exterminer les civils ukrainiens. C'est ça qui est en train de se dessiner. Deux facteurs concourent effectivement à attiser cette inquiétude. On peut redouter une intensification des frappes, notamment sur des cibles civiles, dans les jours qui viennent. Eh bien, ces deux facteurs sont en réalité russo-russes. D'abord, on peut considérer que c'est le troisième fiasco du système de renseignement russe dans les années écoulées. Ouais. Vous avez eu d'abord l'analyse absolument grotesque des faiblesses ukrainiennes. C'est sur les renseignements fournis par les services prétendument compétents que le Kremlin déclenche l'agression en février 2022. Ensuite, vous avez eu Prigojine, qui a été aussi évidemment une énorme pierre dans le jardin FSB, SVR et compagnie. Et puis là, vous avez cette incapacité, alors non seulement à protéger la frontière occidentale de la Russie contre des incursions de combattants russes pro-ukrainiens par exemple, mais aussi à prévenir. Alors, soyons clairs là-dessus, c'est extrêmement difficile et plus d'un pays européen a payé très cher aussi cette quasi-impossibilité de prévenir. Et puis le deuxième facteur, ne l'oublions pas, c'est que tout ça va ternir un peu le triomphe romain
et que l'on sait fallacieux, de Vladimir Poutine dans les urnes. Figure paternelle, figure protectrice, le pacte renouvelé proposé au peuple russe, c'était en grosso modo « laissez-moi faire, je vous assure un minimum de sécurité et je tiens au besoin la guerre à distance de vos foyers ». Ce qui là encore était une lubie, qui était une chimère, mais qui fonctionnait. Et là, vous voyez, ces deux facteurs-là risquent, encore une fois, de doper la hargne et la rage de Moscou et de Poutine au premier chef.